Elle a fait semblant d'être pauvre pendant 6 mois pour tester son petit ami. Lorsque Chloé s'est levée au milieu du dîner de fiançailles et a dit « Je dois vous avouer quelque chose », Julien a failli s'étouffer. Tous les invités se sont tus. Elle prit une profonde inspiration. « Je vous ai menti. Sur qui je suis vraiment ?» Les coupes de champagne restèrent suspendues dans les airs. Le silence tranchait la pièce comme une lame. L'arôme des lys blancs se mêlait au parfum coûteux des convives. La table en acajou verni reflétait les bougies vacillantes. Chloé sentait sa simple robe de coton contraster avec les diamants qui l'entouraient. Ses mains tremblaient légèrement. Béatrice, sa future belle-mère, laissa tomber sa fourchette en argent dans son assiette de porcelaine. Le bruit résonna comme un coup de feu. Julien cligna des yeux 3 fois, confus. Manon, sa meilleure amie, retint son souffle. Mais Chloé n'était pas là seulement pour se marier. Pendant 6 mois, elle avait prétendu être pauvre, pas pour l'argent, pas pour la gloire. Elle l'avait fait parce qu'elle devait découvrir si Julien l'aimerait pour ce qu'elle était vraiment. Et la vérité sur son identité allait changer à jamais tout ce que chacun pensait de cette relation. Béatrice fronça les sourcils, parce qu'elle soupçonnait sa belle-fille depuis des mois, et que ses enquêtes lui donnaient raison. Manon se mordit la lèvre, parce qu'elle était au courant du plan depuis le début et avait menti avec elle. Lucas, le frère de Julien, sourit discrètement, parce qu'il avait toujours pensé que Chloé cachait quelque chose, et que cela allait enfin être prouvé. 3 personnes, 3 secrets, 3 raisons pour que cette nuit explose. Mais cette histoire n'a pas commencé là, à cette table élégante. Elle a commencé 6 mois plus tôt, lorsque Chloé a pris la décision la plus risquée de sa vie. Une décision basée sur une trahison passée, qui avait changé à jamais sa façon de voir l'amour. Et ce qui s'était passé au cours de ces 6 mois était plus complexe que quiconque ne pouvait l'imaginer. Pour comprendre comment Chloé en est arrivée là, vous devez connaître 3 histoires. L'histoire de sa rencontre avec Julien, l'histoire de la raison pour laquelle elle a décidé de mentir sur son identité, et l'histoire de la façon dont elle a découvert que le véritable amour a un prix que tout le monde n'est pas prêt à payer. Tout a commencé un mardi matin. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de toute urgence pour ne manquer aucune histoire qui pourrait transformer votre vie. Des milliers de femmes de plus de 50 ans font déjà partie de cette communauté spéciale. 6 mois plus tôt, Chloé se réveillait à 5h30 chaque matin, non par obligation, mais par habitude. À 52 ans, elle s'était construit une routine qui la protégeait du chaos du monde. Elle vivait dans un appartement simple du 15e arrondissement, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Les cheveux châtains, toujours attachés en un chignon bas, les mains soignées, mais sans vernis, des vêtements discrets qui n'attiraient pas l'attention. C'était le genre de femme que l'on croise dans une file d'attente à la banque et que l'on oublie le lendemain. Mais Chloé préférait ainsi. Elle était connue dans le quartier comme la femme qui ne refusait jamais son aide. Des voisines frappaient à sa porte lorsqu'elles avaient besoin qu'on leur explique une ordonnance médicale ou qu'on leur traduise une lettre importante. Chloé avait étudié la gestion dans sa jeunesse, avait travaillé toute sa vie dans de petites entreprises, ne s'était jamais mariée. Sa qualité la plus marquante était sa loyauté absolue envers les gens qu'elle aimait. Son défaut était de croire que tout le monde méritait une seconde chance, même quand ce n'était pas le cas. Cela lui avait déjà coûté cher par le passé. Quand Chloé avait 28 ans, elle découvrit que son fiancé la trompait avec sa meilleure amie. Ce n'était pas seulement la trahison qui faisait mal, c'était le fait qu'il lui avait dit qu'elle n'avait pas la classe nécessaire pour sa famille. Ces mots avaient créé une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée. Depuis lors, Chloé avait construit des murs invisibles autour de son cœur. Les relations duraient quelques mois. Elle trouvait toujours une excuse pour rompre avant que cela ne devienne sérieux. Elle se protégeait de la douleur, mais s'isolait aussi du bonheur. Ce que Chloé voulait vraiment, plus que tout au monde, c'était être aimée exactement telle qu'elle était.
sans avoir besoin de changer, sans avoir besoin de faire semblant, sans avoir besoin d'être plus riche, plus mince, plus jeune. Dans le tiroir de sa commode, elle gardait une vieille photo de ses parents, lui, ouvrier, elle, couturière. Pauvres, mais ils se regardaient comme si le monde n'appartenait qu'à eux deux. Chloé voulait cela. Un amour qui verrait au-delà des apparences, des possessions, du statut, un amour véritable. C'est par un jeudi pluvieux de mars que Chloé rencontra Julien. Elle faisait la queue à la banque, trempée, tenant un parapluie cassé. L'homme devant elle se retourna et lui offrit le sien. « Vous êtes trempé », dit-il avec un sourire sincère. Julien avait 45 ans, des yeux marrons doux, une barbe bien taillée. Il portait un costume cher, mais sans ostentation. Quand elle hésita à accepter, il insista. « S'il vous plaît. Ma mère me tuerait si elle savait que j'ai laissé une dame se mouiller. »« Je ne suis pas une dame, » répondit Chloé, mais elle prit le parapluie. « Tout le monde est quelqu'un de spécial, » dit-il. Chloé ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Une connexion, un intérêt sincère dans son regard. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas une politesse vide, c'était une vraie curiosité. « Julien Mercier, » se présenta-t-il. « Chloé Lambert. Puis-je vous inviter à prendre un café, Chloé Lambert, pour m'assurer que vous vous réchauffez correctement ?» 3 jours plus tard, ils en étaient à leur 2e rendez-vous. Julien semblait différent de tous les hommes que Chloé avait connus. Il posait des questions sur ses rêves, écoutait les réponses, se souvenait de petits détails des conversations précédentes. Quand elle mentionna qu'elle adorait le cinéma ancien, il arriva au rendez-vous suivant avec des billets pour une séance spéciale de Casablanca. Quand elle commenta qu'elle travaillait beaucoup et ne cuisinait presque pas, il apporta un plat maison que sa mère avait préparé. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit Chloé, touchée. « Ce n'est pas une obligation, » répondit Julien. « C'est un plaisir. » Au 3e rendez-vous, Chloé prit une décision qui allait tout changer. Il se promenait le long des quais de Seine lorsque Julien s'arrêta et lui prit les mains. « Chloé, j'ai besoin de te dire quelque chose. Tu me plais beaucoup. Et je veux que tu saches que tu peux me faire confiance. Je suis un homme simple, avec des défauts, mais je suis honnête. Je te promets que je te traiterai toujours avec respect. » Chloé le regarda dans les yeux et vit de la sincérité. Mais elle vit aussi quelque chose qui l'effraya. Une attente. Et si elle n'était pas ce qu'il attendait? Et si, comme par le passé, elle découvrait qu'elle n'était pas assez bien? « Tu me plais aussi, » dit-elle, « mais j'ai besoin de temps. » Julien sourit. Tout le temps du monde. C'est à ce moment-là que Chloé décida de tester Julien. Pas consciemment, pas comme un plan élaboré. Ce fut une décision instinctive, basée sur la peur et le besoin de protection. Le monde de Julien était différent du sien. Elle le découvrit lorsqu'il l'invita à déjeuner le dimanche. La maison de la famille Mercier se trouvait à Neuilly-sur-Seine, un hôtel particulier immense, avec un jardin impeccable et une architecture classique. Quand Chloé arriva, après avoir pris le métro puis marché, elle se sentit petite face à la grandeur du lieu. La sonnette jouait une mélodie classique. Un majordome l'accueillit et la conduisit au salon principal. L'odeur de la cire pour meubles anciens se mêlait à l'arôme des fleurs fraîches venant du jardin. Des canapés en cuir véritable, des tapis persans, des tableaux au cadre doré. Chaque objet criait richesse de manière élégante mais intimidante. Chloé réalisa que sa tenue, un pantalon noir simple et un chemisier blanc, détonnaient complètement dans cet environnement. Elle se sentit comme une intruse dans un musée. Julien l'accueillit avec un baiser sur la joue et un large sourire. « Tu es magnifique », dit-il, et il semblait sincère. Mais Chloé remarqua la façon dont ses yeux parcoururent rapidement sa tenue. Il n'y avait pas de jugement, juste un constat. Comme s'il essayait de comprendre qui elle était à travers ce qu'elle portait. La mère de Julien, Béatrice, salua Chloé avec une politesse glaciale. Une femme d'une 60aine d'années, la posture droite, des bijoux discrets mais coûteux, le genre de femme qui n'avait jamais connu le besoin financier. Ses yeux analysèrent Chloé de la tête aux pieds en quelques secondes, cataloguant chaque détail. Les chaussures sans marque, le sac en synthétique, l'absence de tout bijou à l'exception d'une montre simple.
Julien m'a beaucoup parlé de vous, dit Béatrice. Ravi de vous rencontrer personnellement. Les mots étaient cordiaux, mais le ton était glacial. Chloé capta le message implicite « Vous n'êtes pas à votre place ici ». Pendant le déjeuner, les questions vinrent déguisées en conversation polie. « Où travaillez-vous, ma chère? Dans quel arrondissement habitez-vous? Votre famille est de Paris ?» Chaque réponse de Chloé était accueillie par un « comme c'est intéressant » qui sonnait comme « quelle pitié ». Julien tentait d'apaiser la tension en changeant de sujet, mais le malaise flottait au-dessus de la table, comme un nuage lourd. Ce fut là, à cette table en acajou, entourée de richesses et de jugements silencieux, que Chloé commença à ressentir les premiers signes de ce qui allait arriver. La façon dont Béatrice la traitait, la manière dont Lucas, le frère cadet de Julien, l'ignorait complètement. La façon dont Julien, sans s'en rendre compte, lui expliquait des choses basiques, comme si elle ne pouvait pas comprendre son monde. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était pire que cela, c'était de la condescendance. Quand Julien la raccompagna jusqu'à la station de métro, Chloé était silencieuse. « Ma famille peut sembler un peu formelle au début, dit-il, mais ils t'adoreront quand ils te connaîtront mieux. » Chloé força un sourire. « J'en suis sûr. » Mais à l'intérieur, une voix murmurait « Et s'il ne m'accepte jamais? Et si Julien change aussi quand il découvrira qui je suis vraiment ?» Ce fut précisément cette insécurité qui poussa Chloé, dans les semaines qui suivirent, à prendre la décision la plus dangereuse de sa vie, une décision qui testerait non seulement l'amour de Julien, mais aussi sa propre capacité à faire confiance. Et ce qui allait se passer à partir de ce moment-là les changerait tous les deux, à jamais. 2 semaines après le déjeuner chez les Mercier, Chloé prenait un café avec Manon lorsqu'elle prit la décision qui allait tout changer. C'était un samedi matin et elle se retrouvait toujours au même endroit. Une petite boulangerie près de la place d'Italie, loin des regards curieux du quartier. « Manon, j'ai besoin de te dire quelque chose », dit Chloé, remuant le sucre dans son café pour la 5e fois. « Vu la façon dont tu tourmentes cette tasse, ça doit être sérieux, » répondit Manon. À 48 ans, elle était la seule personne au monde en qui Chloé avait une confiance absolue. Amies depuis l'adolescence, elles avaient traversé des divorces, des décès dans la famille, des déceptions amoureuses. Manon avait des cheveux bouclés toujours rebelles, un sourire facile et la capacité rare d'écouter sans juger. « Je vais tester Julien. »« Ah, tester comment ?» Chloé prit une profonde inspiration. « Je vais prétendre que je suis pauvre, plus pauvre que je ne le suis vraiment. » Manon faillit recracher son café. « Tu as perdu la tête? Écoute. » Chloé se pencha en avant, baissant la voix. « Tu as vu comment sa famille m'a traité. Sa mère me regarde comme si j'étais une opportuniste. Son frère ne me salue même pas correctement. Et Julien est gentil, mais... » Elle fit une pause, cherchant les mots justes. « Il m'explique des choses évidentes, comme si je ne pouvais pas comprendre son monde. Chloé, c'est de la folie. Une relation se construit sur la vérité. Et s'il ne m'aime que parce que je suis acceptable? Et s'il découvre que je suis encore plus simple qu'il ne l'imagine et qu'il disparaît? Et s'il découvre que tu as menti et qu'il disparaît ?» Chloé resta silencieuse un instant. Dehors, l'agitation matinale de la ville continuait. Voitures klaxonnant, vendeurs criant, enfants allant à l'école. La vie normale. Mais à l'intérieur d'elle, une tempête se formait. « J'ai besoin de savoir s'il m'aime moi ou s'il aime l'idée qu'il se fait de moi. » Manon soupira. « Et comment comptes-tu faire ça? » « Je vais lui dire que j'ai perdu mon emploi, que j'ai des difficultés financières. Je vais voir comment il réagit quand j'aurai vraiment besoin d'aide. » Chloé. « Manon, j'ai 52 ans. Je ne peux plus me permettre de m'abandonner à quelqu'un qui va me laisser tomber quand les choses deviendront difficiles. » L'émotion dans la voix de Chloé était palpable. Des années de relations superficielles, d'hommes qui disparaissaient quand elle montrait sa vulnérabilité, de promesses non tenues. Manon connaissait chacune de ses cicatrices. Combien de temps? 6 mois. Si dans 6 mois il est toujours avec moi, je saurai que c'est réel. Et après? Après, je lui dirai la vérité. Manon secoua la tête, mais Chloé voyait dans les yeux de son amie qu'elle comprenait. Tu vas avoir besoin de mon aide. Oui, alors compte sur moi. Mais Chloé,
Promets-moi que si les choses dérapent, tu arrêtes tout, promis. » Elles se serrèrent la main au-dessus de la table. Une promesse scellée, un mensonge autorisé. Le début de 6 mois qui testerait non seulement l'amour de Julien, mais aussi l'amitié de toute une vie. 3 jours plus tard, Chloé appela Julien. « J'ai besoin de te voir, » dit-elle, et il y avait dans sa voix une tristesse authentique qu'il capta immédiatement. « Que s'est-il passé ? Je préfère en parler en personne. » Ils se retrouvèrent au même endroit sur les quais où ils s'étaient rencontrés. L'ironie n'échappa pas à Chloé. Elle s'apprêtait à raconter le premier grand mensonge à l'endroit où tout avait commencé avec la vérité. Julien arriva inquiet, la serra dans ses bras avant même de poser des questions. « Tu vas bien ?» Chloé força des larmes qui vinrent plus facilement qu'elle ne l'espérait. « J'ai perdu mon travail. »« Quoi ? Comment ? » L'entreprise traverse des difficultés. Ils ont licencié la moitié du personnel administratif. Les mots sortaient, fluides, répétés mentalement les nuits précédentes. Je ne sais pas ce que je vais faire. Julien la serra plus fort. Tout ira bien. Tu trouveras un autre travail. Julien, tu ne comprends pas. J'ai 52 ans. Personne n'embauche facilement quelqu'un de mon âge. Et j'ai des factures à payer, un loyer. Chloé observa son visage. Elle vit une inquiétude sincère, mais aussi autre chose, une ombre de, peur, désagrément. Elle ne parvint pas à l'identifier. « Combien de temps as-tu de réserve ?»« 2 semaines, peut-être 3 si j'économise beaucoup. » Julien resta silencieux un moment qui parut une éternité. « Je vais t'aider. Je ne peux pas accepter. » « Bien sûr que si. Nous sommes ensemble là-dedans. » Mais Chloé remarqua l'hésitation dans sa voix. La façon dont il évita son regard pendant quelques secondes, la manière dont il changea de position, créant une distance presque imperceptible entre eux, de petits signaux qui confirmaient ses craintes. Julien n'était pas à l'aise avec l'idée d'une petite amie en difficulté financière. « Julien, si c'est un problème pour toi, ne sois pas ridicule, c'est juste une phase difficile, ça va passer. » Les mots étaient justes, mais le ton était faux. Et Chloé, après des décennies à observer les nuances du comportement humain, capta chacune d'elles. Dans les jours qui suivirent, les changements furent subtils mais perceptibles. Julien restait gentil, restait attentionné, mais quelque chose était différent. Les rendez-vous devinrent moins fréquents. Le travail est prenant, disait-il. Les restaurants choisis devinrent moins chers. J'ai découvert un petit bistrot incroyable et simple, justifiait-il. Les appels diminuèrent. Je suis très occupé en ce moment, expliquait-il. Chloé documentait mentalement chaque changement. Ce n'était pas des cruautés délibérées. C'étaient des ajustements inconscients de quelqu'un qui n'était pas préparé à gérer une compagne en difficulté. Ce fut Manon qui remarqua la première quelque chose d'étrange. « Il y a quelqu'un qui enquête sur toi », dit-elle lors d'une de leurs rencontres secrètes. « Comment ça ? Une femme très bien habillée est venue dans ma boutique pour poser des questions sur toi. Elle voulait savoir où tu travaillais, depuis combien de temps nous étions amis, si tu avais d'autres relations. » Le cœur de Chloé s'accéléra. « Tu peux la décrire ? Cheveux gris bien coupés, vêtements chers, une posture de commandement. On aurait dit une dirigeante. Béatrice. Sa mère ? Sans aucun doute. » Chloé ressentit un mélange d'indignation et de triomphe. Béatrice enquêtait, ce qui signifiait qu'elle la considérait comme une menace. Mais cela signifiait aussi que ses soupçons sur la famille étaient justes. Elle ne serait jamais acceptée. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » « J'ai confirmé que tu avais perdu ton emploi, que tu étais en difficulté, mais que tu étais une personne intègre. J'ai maintenu ta version. Merci. Chloé, ça devient dangereux. Si elle enquête, alors, ça fonctionne. » 3 semaines après le début de la mascarade, Julien invita Chloé à dîner. Ce n'était pas un rendez-vous romantique habituel. Il semblait nerveux, choisit un endroit discret, arriva en retard. « J'ai besoin de te parler de quelque chose, » dit-il, après qu'ils eurent commandé. Chloé sentit son estomac se nouer. « Qu'y a-t-il ? » ?»« Ma mère. Elle a posé des questions sur toi. »« Quel genre de questions ?» Julien tripota sa serviette, évitant son regard. « Sur ta situation financière, sur tes projets, sur nous. » « Et, Chloé, elle pense qu'il est peut-être trop tôt pour nous engager sérieusement. »
avec toi qui traverses des difficultés. Elle pense que je suis une opportuniste. Ce n'est pas ce qu'elle a dit, mais c'est ce qu'elle voulait dire. Julien soupira. Ma famille est compliquée. Ils sont protecteurs. Ils ont déjà vu des gens s'approcher de moi par intérêt. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ce fut la question qui changea tout. Chloé vit Julien hésiter. Elle le vit chercher les mots justes, ce qui signifiait que les mots évidents n'étaient pas ceux qu'il voulait dire. Je pense que j'ai besoin d'être certain de mes sentiments avant de prendre une décision importante. Chloé eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Certain de tes sentiments ou de ma situation financière? Ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Julien resta silencieux. Et dans ce silence, Chloé eut sa réponse. Elle se leva de table. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Dans les toilettes du restaurant, Chloé se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient rouges, mais pas de tristesse, de colère. Colère d'avoir eu raison. Colère que Julien soit exactement comme elle l'avait craint. Colère de s'être autorisée à espérer quelque chose de différent. Mais elle ressentit aussi quelque chose d'inattendu, de la détermination. Si Julien vacillait maintenant, alors qu'elle faisait seulement semblant d'avoir des problèmes, que ferait-il face à de réelles difficultés? Elle devait savoir jusqu'où allait son amour. Quand elle retourna à table, elle força un sourire. « Désolé, je suis sensible ces derniers temps. Je comprends parfaitement. Julien, je veux que tu saches que je n'attendrai jamais rien de toi financièrement. Je veux juste ton soutien émotionnel. Bien sûr, tu peux compter sur moi. » Mais Chloé avait déjà décidé. Le test continuerait, et il serait plus intense qu'elle ne l'avait initialement imaginé. 2 semaines plus tard, Lucas se présenta à l'appartement de Chloé sans prévenir. Elle rentrait du supermarché quand elle le vit dans le hall, parlant avec la concierge. Son cœur s'emballa. « Chloé! Quelle coïncidence !» Ce n'était pas une coïncidence. Son sourire était calculé, ses yeux trop analytiques. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais dans le quartier. J'ai pensé te dire bonjour. » Mensonge. Son arrondissement était à des kilomètres de tout endroit que Lucas aurait pu avoir intérêt à visiter. « Quel charmant appartement !» dit-il quand elle, sans autre choix, l'invita à monter. Chloé vit son intérieur à travers ses yeux. Les meubles bon marché, la vieille télévision, l'absence de tout luxe. Elle eut honte, puis fut en colère d'avoir honte. Un café? Volontiers. Pendant qu'elle préparait le café, Lucas posait des questions apparemment innocentes. Depuis combien de temps elle vivait là? Si elle comptait déménager? Comment se passait sa recherche d'emploi? Chaque question était une enquête déguisée. « Julien se soucie beaucoup de toi, » dit-il quand elle servit le café. « C'est un homme bon. Oui, parfois trop bon, toujours à aider ceux qui en ont besoin. » Le message était clair. « Tu n'es qu'une autre personne dans le besoin que mon frère aide. » Il m'a dit que vous aviez des projets sérieux. Chloé faillit recracher son café. Julien n'avait mentionné aucun projet sérieux récemment. Ah oui? Il a parlé d'emménager ensemble, de mariage. C'était un mensonge. Ça devait l'être. Julien s'éloignait, il ne se rapprochait pas. Lucas testait ses réactions, essayant de découvrir ses véritables intentions. « Nous en parlons encore, » dit Chloé, gardant une voix neutre. « Tant mieux. Parce qu'il serait important que tu saches que Julien a des responsabilités familiales. Notre mère dépend de lui financièrement. L'entreprise familiale a besoin de son attention. Je comprends. Je veux juste être sûr que tu ne vas pas le surcharger plus qu'il ne l'est déjà. » Chloé posa sa tasse sur la table avec plus de force qu'elle ne le voulait. « Lucas, je vais être direct. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. » Il sourit. « Je veux juste le meilleur pour mon frère. Et tu penses que je ne suis pas le meilleur pour lui. » « Je n'ai pas dit ça. Et tu n'en as pas eu besoin ?» Lucas termina son café en silence. Quand il se leva pour partir, il s'arrêta à la porte. « Chloé, tu sembles être une bonne personne, mais parfois, les circonstances ne conspirent pas en notre faveur. » Après son départ, Chloé s'assit sur le canapé et pleura. Non pas de tristesse, mais de fureur. La famille de Julien essayait clairement de l'éloigner. Et le pire, Julien le savait probablement. Mais ce que Chloé ne savait pas, c'est que Julien venait de découvrir quelque chose à son sujet qui allait complètement changer la donne.
Et dans les jours suivants, le mensonge qu'elle avait soigneusement construit commencerait à s'effondrer de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La semaine suivante à la visite de Lucas, ce fut Manon qui apporta la première véritable complication. Elles se retrouvèrent au même endroit que d'habitude, mais cette fois, Manon semblait différente. Nerveuse, inquiète. « J'ai besoin de te dire quelque chose », dit Manon, sans même commander son café d'abord. Chloé sentit une oppression dans sa poitrine. Elle connaissait son amie depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose de grave se préparait. « Qu'y a-t-il ? Tu te souviens de Pierre ? Pierre était l'ex-mari de Manon. Ils avaient divorcé 5 ans plus tôt, mais gardaient au contact à cause de leur fille. Je m'en souviens. Pourquoi ? Il est malade, un cancer, avancé. Chloé prit la main de son amie sur la table. Manon, Julia est dévastée. C'est son père, tu sais, et il m'a demandé de m'occuper de lui pour ces derniers mois. Tu vas le faire ? Manon essuya les larmes qui commençaient à couler. Je le fais déjà. Il a emménagé dans la chambre d'amis chez moi la semaine dernière. Chloé, je sais que je ne l'aime plus. Je sais que je ne lui dois rien. Mais c'est humain, compléta Chloé. C'est juste. Mais ça veut dire que je ne pourrai plus t'aider autant qu'avant. Avec la boutique, avec lui, avec Julia qui essaie de gérer tout ça. Chloé serra son amie dans ses bras. Tu as déjà tant fait pour moi. C'est à mon tour d'être là pour toi. Comment ça se passe avec Julien ? Chloé soupira. Compliqué. Sa famille essaie clairement de nous séparer. Et lui, il prend ses distances. Peut-être qu'il est temps d'arrêter tout ça. Pas encore. Il reste 4 mois. Chloé. Manon, j'ai besoin d'être sûr. Si j'abandonne maintenant, je passerai le reste de ma vie à me poser des questions. Manon secoua la tête, mais ne discuta pas. Elle avait ses propres batailles à mener maintenant. Quand Chloé rentra chez elle cet après-midi-là, elle sentit le poids de la solitude. Manon était sa seule confidente, et maintenant, elle serait trop occupée pour leurs rencontres régulières. Le plan qui semblait si clair au début révélait maintenant ses complications. Elle était seule dans un mensonge qui grandissait chaque jour. Cette nuit-là, Chloé fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle ouvrit une bouteille de vin et se permit de se souvenir. Se souvenir de son père, mort quand elle avait 23 ans. Se souvenir de sa mère qui l'avait suivie 5 ans plus tard, se souvenir des relations ratées, des promesses rompues, des fois où elle avait cru être aimée et découvert qu'elle était tolérée. La douleur de ce premier fiancé, celui qui avait dit qu'elle n'avait pas la classe suffisante, revint avec force. Chloé avait prétendu que cela ne l'avait pas marqué, mais c'était le cas, profondément. Chaque choix qu'elle avait fait depuis, rester simple, ne pas se démarquer, se protéger par l'invisibilité, venait de cette ancienne blessure. « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas simplement à faire confiance ?» demanda-t-elle à voix haute à l'appartement vide. La réponse vint sous forme de silence. Mais Chloé n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Au même moment, à 20 kilomètres de là, Julien affrontait sa propre tempête émotionnelle. Il était dans le bureau de la maison de sa mère, écoutant Béatrice énumérer toutes les raisons pour lesquelles Chloé était inadéquate. Elle a perdu son emploi et s'est immédiatement rapprochée de toi. Tu ne vois pas le schéma ? Maman, elle ne m'a jamais demandé d'argent. Pas encore. Mais elle le fera. Les femmes comme ça le font toujours. Les femmes comme ça. Quel genre de femme est comme ça ? Béatrice soupira, comme elle le faisait toujours quand elle pensait que Julien était naïf. Mon fils, tu as 45 ans. Tu devrais savoir comment fonctionne le monde. Les gens en difficulté financière font des choix basés sur le besoin, pas sur l'amour. Tu juges Chloé sans la connaître. J'en sais assez. Et plus important, j'ai fait des recherches. Julien sentit son sang se glacer. Tu as fait quoi ? J'ai engagé quelqu'un pour vérifier ses antécédents. C'est mon droit de protéger mon fils. Je ne suis plus un enfant. Alors arrête d'agir comme tel. Le silence qui suivit fut dense, chargé d'années d'attentes non comblées et de déceptions mutuelles. Julien aimait sa mère, mais parfois il sentait que cet amour était une prison dorée. Qu'est-ce que l'enquête a découvert ? Demanda-t-il, se détestant de vouloir savoir. Rien d'alarmant.
Elle est bien qui elle prétend être, mais rien d'impressionnant non plus. Des emplois moyens, un appartement en location, pas d'économie significative. À 52 ans, Julien. Elle aurait dû construire quelque chose. Tout le monde n'a pas eu le privilège que nous avons eu. Un privilège pour lequel j'ai travaillé très dur, corrigea Béatrice, et que je ne vais pas voir gaspiller pour quelqu'un qui n'apporte rien. Julien se leva. Chloé apporte quelque chose, elle me rend heureux. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que l'argent manque? Tu es cruel, je suis réaliste. Julien sortit en claquant la porte. Mais les mots de sa mère résonnaient. Il détestait l'admettre, mais une partie de lui, une petite partie lâche, était d'accord. Depuis que Chloé avait perdu son emploi, quelque chose avait changé. Pas en elle, mais en lui. Il avait commencé à remarquer des choses, les vêtements plus usés, l'hésitation avant de commander quelque chose, la façon dont elle choisissait toujours les options les moins chères sur le menu. Ce n'était pas du dégoût, c'était un malaise. Julien avait été élevé pour être un pourvoyeur, mais aussi pour choisir quelqu'un qui n'aurait pas besoin qu'on pourvoie à ses besoins. Et cette contradiction le déchirait. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Julien n'avait dit ni à sa mère ni à Lucas. Il commençait à tomber amoureux de Chloé pour de bon. Malgré les circonstances, malgré sa famille, malgré ses propres préjugés, il y avait quelque chose en elle, une force silencieuse, une dignité qui l'attirait plus que n'importe quelle femme avant elle. Et cela l'effrayait profondément. La peur de Julien avait un nom, la vulnérabilité. Pour la première fois de sa vie, il se sentait vulnérable. Tomber amoureux de Chloé signifiait confronter ses propres valeurs, défier sa famille, admettre que peut-être ce qu'il avait toujours cherché, une partenaire appropriée, n'était pas ce dont il avait réellement besoin. 2 semaines plus tard, les rumeurs commencèrent. Chloé le remarqua d'abord dans les regards, les gens au marché, les voisins dans l'immeuble, les connaissances dans la rue. Des chuchotements suivis de silence soudain quand elle s'approchait. Ce fut la voisine du 4e étage, Madame Dubois, qui finit par lui dire « Chloé, ma chère, je ne sais pas si je devrais vous dire ça. Vous pouvez me le dire, Madame Dubois. Ça parle dans le quartier. On dit que vous sortez avec un homme riche, que vous vous servez de lui, que vous prétendez être plus pauvre que vous ne l'êtes pour obtenir de l'argent. » Chloé sentit le monde tourner. L'ironie était si absurde qu'elle faillit rire. On l'accusait de prétendre être pauvre alors qu'en fait elle prétendait être pauvre. Qui dit ça? Je ne sais pas. Mais tout le monde en parle. Au salon de coiffure, à la pharmacie, au marché. Chloé comprit ce qui s'était passé. Béatrice ne s'était pas contentée d'enquêter. Elle détruisait activement sa réputation. C'était une stratégie classique. La rendre si indésirable socialement que Julien serait forcé de rompre. Quand elle le raconta à Manon, l'amie fut furieuse. « Cette femme est dangereuse. Tu dois dire la vérité à Julien maintenant. » « Pas encore. Chloé, ça a dérapé. Manon, si je lui dis maintenant, je ne saurai jamais s'il serait resté avec moi dans les difficultés. J'ai besoin de tenir encore un peu. Et s'il croit aux rumeurs ?» C'était la question à laquelle Chloé ne voulait pas répondre. Julien y crut, pas complètement, mais assez pour la confronter. Il marchait dans le jardin du Luxembourg quand il aborda enfin le sujet. « Chloé, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Son cœur s'accéléra. « Quoi? Est-ce que tu es avec moi par intérêt ?» Chloé s'arrêta de marcher. Le bruit des enfants qui jouaient semblait lointain. « Comment peux-tu me demander ça? Des gens disent des choses. Ma famille dit des choses. Et moi, j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Quelles choses disent-ils? Que tu fais semblant d'avoir besoin d'aide, que tu manipules la situation. » L'ironie était si grande que Chloé eut envie de crier la vérité, mais quelque chose la retint. Peut-être l'orgueil, peut-être l'entêtement, peut-être le besoin de voir jusqu'où Julien irait, en se basant uniquement sur la confiance. Si tu as besoin de demander, Julien, alors tu as déjà ta réponse. Ce n'est pas ça. Je suis juste... Tu es juste quoi? Tu as besoin de la confirmation que la femme pauvre avec qui tu sors n'est pas une profiteuse. Chloé, ne déforme pas mes propos.
Je n'en ai pas besoin. Tu les as déjà déformés tout seul. Elle commença à marcher rapidement vers la sortie du parc. Julien la suivit. Chloé, arrête, je ne voulais pas t'offenser. Mais tu l'as fait. Je suis confus. Ma famille, les rumeurs, tout ça. Mais tu les crois eux au lieu de me croire moi. Julien resta silencieux. Et dans ce silence, Chloé eut sa réponse la plus douloureuse à ce jour. Je vais te faciliter la tâche, dit-elle, la voix contrôlée malgré les larmes qui menaçaient de couler. Si tu as des doutes sur qui je suis, sur mes intentions, sur mon caractère, alors nous ne devrions pas être ensemble. Ce n'est pas ce que je veux. Que veux-tu, Julien? Il ouvrit la bouche, mais ne put répondre, parce qu'il ne savait pas. Il voulait Chloé, mais il voulait l'approbation de sa famille. Il voulait faire confiance, mais il avait peur. Il voulait l'amour, mais dans des paramètres sûrs. « J'ai besoin de temps », dit-il finalement. Chloé hocha la tête. « Le temps est quelque chose que je n'ai pas à revendre. » Elle monta dans un taxi et ne regarda pas en arrière. Mais le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Julien se présenta à la porte de son appartement avec des fleurs et une enveloppe. « Je viens m'excuser. Et t'apporter ça. » L'enveloppe contenait un chèque, assez pour 6 mois de loyer. « Je n'accepterai pas, » dit Chloé immédiatement. « S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Aider avec de l'argent, c'est facile, Julien. Ce qui est difficile, c'est d'aider avec la confiance. J'essaie de te montrer que je te fais confiance. L'argent n'est pas la confiance. C'est la compensation pour son absence. » Julien parut sincèrement confus, comme s'il n'avait jamais considéré que l'argent ne résolvait pas les problèmes émotionnels. « Alors, dis-moi quoi faire. » Chloé regarda cet homme qu'elle aimait malgré tout. Elle voyait ses failles, ses peurs, mais aussi sa tentative sincère de faire ce qui était juste, même si c'était de la mauvaise manière. « Choisis, » dit-elle simplement. « Choisis de me faire confiance ou non. Choisis d'affronter ta famille ou non. Choisis d'être avec moi malgré les circonstances ou non. Mais choisis. » Ce fut la première fois que Chloé vit Julien complètement vulnérable. Des larmes aux yeux, les mains tremblantes. « Je te choisis, » dit-il. « Mais j'ai besoin que tu me donnes du temps pour régler les choses avec ma famille. Combien de temps? 2 semaines. Je vais parler à ma mère, à Lucas. Je vais leur faire comprendre que tu es mon choix. » Chloé voulait y croire, mais des années de déception lui avaient appris à ne pas faire confiance aux promesses. 2 semaines, accepta-t-elle. Mais ce que Chloé ne savait pas, c'est que Béatrice préparait déjà le coup de grâce. Et en 3 jours, pas en 2 semaines, tout s'effondrerait d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette histoire. Je lis tout, et je tiens à répondre à chacun avec beaucoup d'affection. Laissez votre like si vous appréciez. L'appel téléphonique arriva un mardi à 22 heures. Chloé était sur le point de s'endormir lorsque son portable sonna. Numéro inconnu. « Allô? Chloé Lambert ?» La voix était féminine, froide, professionnelle. « Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Maître Isabelle Renaud. Je suis l'avocate de la famille Mercier. J'ai besoin que vous vous présentiez à mon cabinet demain à 15 heures. C'est urgent. » De quoi s'agit-il? Je préfère en discuter personnellement. La communication fut coupée avant que Chloé ne puisse répondre. Elle resta assise sur son lit pendant de longues minutes, le cœur battant à tout rompre. Une avocate. La famille Mercier passait à la vitesse supérieure. Elle essaya d'appeler Julien, mais tomba 3 fois sur sa messagerie. Elle essaya Manon, mais se souvint que son ami était à l'hôpital avec Pierre. Elle était seule. Chloé ne dormit pas cette nuit-là. Tous les scénarios possibles lui traversèrent l'esprit. Essayait-il de lui faire signer une sorte d'accord? La menaçait-il de poursuite pour quelque chose? Ou pire, avait-il découvert une vérité sur elle qu'elle-même ignorait? Le lendemain, Chloé arriva au cabinet avec 15 minutes d'avance. C'était un immeuble de bureau sur le boulevard Haussmann, tout en verre et en acier, le genre d'endroit qui respirait le pouvoir et l'argent. Elle se sentit petite dans l'ascenseur aux parois de miroir, sa robe simple reflétée à l'infini. Le bureau de Maître Renaud était au 20e étage. Murs blancs, mobilier minimaliste, une vue imprenable sur les toits de Paris. Et là, assise sur la chaise visiteur, se trouvait Béatrice Mercier. Chloé s'arrêta à la porte. « Que se passe-t-il »
« Asseyez-vous, je vous prie, » dit maître Renaud, sa voix professionnelle ne laissant aucune place au refus. Chloé s'assit. Béatrice ne la salua pas, la regardant simplement avec une expression mêlée de triomphe et de mépris. « Mademoiselle Lambert, » commença maître Renaud, ouvrant un dossier devant elle. « Nous avons été engagés par madame Mercier pour enquêter sur vos intentions concernant Julien Mercier. Mes intentions? Il existe une préoccupation légitime que vous profitiez de la gentillesse de monsieur Mercier pendant une période de vulnérabilité financière. » Chloé sentit la colère monter, chaude et urgente. « Je n'ai jamais demandé d'argent à Julien. »« Pas directement, » intervint Béatrice pour la première fois. « Mais votre présence dans sa vie est en soi une manipulation. Les femmes comme vous trouvent toujours des moyens indirects. Les femmes comme moi, les opportunistes, les chômeuses, sans perspective. » Chaque mot était un coup de poignard. Chloé sentit l'air lui manquer, sa poitrine se serrait. Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne donnerait pas cette satisfaction à Béatrice. « Si cette réunion est pour m'insulter, je peux partir. »« Nous n'avons pas terminé, » dit maître Renaud. « Nous avons une proposition. » Une enveloppe fut glissée sur le bureau. Chloé ne la toucha pas. « 50 000 €, dit Béatrice, pour que vous mettiez fin à votre relation avec mon fils et que vous disparaissiez de sa vie. » Le silence dans la pièce était absolu. Chloé regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. 50 000 €. Plus d'argent qu'elle ne gagnerait en 1 an de travail. De l'argent qui résoudrait tous ses problèmes. De l'argent qui prouverait exactement ce que Béatrice pensait d'elle. « Non, soyez raisonnable, » intervint maître Renaud. « C'est une somme généreuse. C'est une humiliation. C'est une solution pratique pour toutes les parties concernées. » dit Béatrice. « Julien mérite quelqu'un de son niveau. Vous méritez une stabilité financière. Tout le monde y gagne. Tout le monde, sauf Julien, qui ne sait pas ce que vous faites. Mon fils est naïf en matière de cœur. Il l'a toujours été. Quelqu'un doit le protéger. » Chloé se leva. « Vous ne le protégez pas. Vous le contrôlez. Réfléchissez bien avant de refuser. 50 000 €, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un dans votre situation. Ma situation ne vous regarde pas. Tout ce qui concerne mon fils me regarde. » Chloé prit son sac, mais avant de partir, elle se tourna vers Béatrice. « Julien ne vous le pardonnera jamais quand il l'apprendra. Il ne le saura pas, et si vous lui dites « je n'irai », qui pensez-vous qu'il croira? La mère qui l'a élevé ou la petite amie au chômage? La vérité de ces mots fit plus mal que tout ce qui avait été dit auparavant. Parce que Chloé savait, elle le savait au plus profond d'elle-même, que Béatrice avait raison. Julien choisirait sa famille. Il choisirait toujours sa famille. Elle sortit du bureau en état de choc. Elle ne se souvenait pas d'avoir appelé l'ascenseur, d'être descendue, d'être sortie de l'immeuble. Soudain, elle était dans la rue, le bruit de la circulation la ramenant à la réalité. Chloé marcha sans but pendant des heures. Paris pulsait autour d'elle. Vendeurs de rue, cadres pressés, touristes prenant des photos, mais elle ne voyait rien. Elle ne faisait que ressentir. Elle ressentait l'humiliation, la colère, la douleur profonde d'avoir été réduite à un prix. Quand elle s'arrêta enfin, elle était devant l'église Saint-Sulpice. Elle n'était pas pratiquante, mais elle entra quand même. Elle s'assit sur le dernier banc et pour la première fois depuis des années, s'autorisa à pleurer vraiment. Elle pleura pour la jeune fille qui avait été rejetée parce qu'elle n'avait pas la classe suffisante. Elle pleura pour la femme qui avait construit des murs si hauts que personne ne pouvait les escalader. Elle pleura pour le plan idiot de tester Julien, qui se retournait maintenant contre elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle pleura parce qu'elle réalisa qu'elle ne testait pas Julien. Elle se testait elle-même, sa capacité à être aimée malgré tout, et elle avait échoué. Non pas parce que Julien ne l'aimait pas, mais parce qu'elle-même ne croyait pas mériter d'être aimée. Tout le plan, tous les mensonges, n'étaient que des façons de confirmer ce qu'elle croyait déjà, qu'elle n'était pas assez bien. « Je suis tellement idiote », dit-elle à voix haute à l'hôtel vide. « Tellement, tellement idiote ». La voix qui répondit vint de derrière. « Il n'est jamais trop tard pour réparer ». Chloé se retourna. Une dame âgée aux cheveux blancs, vêtue simplement, l'observait avec des yeux doux. « Madame Geneviève,
C'était sa voisine du deuxième étage, celle qui avait toujours un mot aimable pour tout le monde. Chloé ne l'avait pas vue depuis des semaines. « Je peux m'asseoir » Chloé hocha la tête. Madame Geneviève s'assit à côté d'elle, en silence, laissant Chloé finir de pleurer. « Des problèmes de cœur » demanda-t-elle finalement. « Des problèmes de... tout. Racontez-moi. » Et Chloé raconta « pas tout. Pas l'argent caché, pas le plan complet, mais Julien, sa famille, le sentiment de ne pas être à la hauteur. » Madame Geneviève écouta sans l'interrompre. Quand Chloé eut terminé, la vieille dame lui prit la main. « Ma chère, je vais vous raconter une histoire. Quand mon mari m'a demandé en mariage, j'avais 43 ans. J'avais déjà renoncé à l'amour. Mais il a insisté. Savez-vous ce qu'il m'a dit ?» Chloé secoua la tête. Il m'a dit « Geneviève, je ne te choisis pas malgré qui tu es. Je te choisis exactement pour qui tu es. » Et là, il a tout listé. Mes rides, mon caractère têtu, mon passé compliqué. Et il a dit qu'il aimait chaque partie. Comment avez-vous su que c'était réel? Parce qu'il m'a vu, vraiment vu, et il est resté. Chloé absorba ces mots. Julien la voyait-il? Vraiment? Ou voyait-il seulement la version d'elle qu'elle avait décidé de présenter? « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-elle. « Dites la vérité, à lui et à vous-même. Et s'il ne me pardonne pas, alors ce n'était pas fait pour être, mais au moins vous aurez été honnête. » Madame Geneviève se leva, embrassa le sommet de la tête de Chloé comme une mère l'aurait fait, et sortit silencieusement de l'église. Chloé resta là encore une demi-heure. Et puis elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle ne romprait pas avec Julien à cause de Béatrice. Elle n'accepterait pas l'argent. Elle ne fuirait pas. Elle ferait le contraire. Elle irait jusqu'au bout du plan. Les 6 mois étaient presque écoulés. Il ne restait que 3 semaines. Et à la fin, lors du dîner de fiançailles que Julien avait mentionné des mois auparavant, avant que tout ne s'effondre, elle révélerait tout. Ce serait le test final. Pas celui de Julien, mais le sien. Pourrait-elle affronter ses propres peurs? Pourrait-elle choisir la vérité même en sachant qu'elle risquait de le perdre? Chloé sortit de l'église avec un plan clair. Elle appela Julien. « Nous devons parler. Chloé, à propos de ce que ma mère a fait, tu es au courant? Lucas me l'a dit. Il était là, dans l'immeuble, il t'a vu sortir. Chloé, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Mais aurais-tu pu l'en empêcher? » Silence. « Julien, je veux que tu me demandes en mariage. » « Quoi? »« Je veux un dîner de fiançailles, avec ta famille, dans 3 semaines. Si tu me choisis vraiment, comme tu l'as dit, alors prouve-le. »« Chloé, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je le sais, et c'est ma seule exigence. Tu as dit que tu me choisissais, alors choisis, publiquement, devant ta mère, ton frère, tout le monde. » Et c'est alors que Chloé fit ce que personne n'attendait. Elle força Julien à prendre une décision. La confrontation finale était sur le point de commencer, et ce qu'elle révélerait cette nuit-là changerait non seulement leur destin à tous les deux, mais aussi la façon dont elles se voyaient elles-mêmes, pour toujours. Le restaurant choisi par Julien était exactement ce à quoi Chloé s'attendait. Élégant, cher, exclusif, table réservée avec vue sur la tour Eiffel, 20 invités, famille, amis proches, quelques relations d'affaires, tous habillés impeccablement, tous la regardant avec une curiosité à peine déguisée. Chloé arriva avec 15 minutes de retard, exprès. Elle avait besoin de faire une entrée. Quand elle poussa les portes, toutes les conversations cessèrent. Elle portait la même robe en coton simple du début de l'histoire. Pas de bijoux, les cheveux attachés dans son chignon bas habituel, des chaussures sans marque. C'était l'image parfaite de la fiancée inadéquate. Julien se leva immédiatement, surpris. Il s'attendait à ce qu'elle se soit davantage préparée pour l'occasion. Béatrice et Lucas échangèrent des regards significatifs. Tu vois, elle n'a même pas fait d'effort. Chloé, Julien l'embrassa sur la joue, murmurant « Tu es magnifique. Merci d'avoir fait ça », répondit-elle assez fort pour que d'autres entendent. Les serveurs apportèrent du champagne. Julien porta un toast court, nerveux. « À de nouveaux commencements », dit-il, et tous répétèrent machinalement. Chloé but son champagne en 2 gorgées. Elle avait besoin de courage pour ce qui allait suivre. Le dîner commença.
Des conversations parallèles emplirent l'atmosphère. Chloé resta silencieuse la plupart du temps, observant. Béatrice parlait fort de charité, d'événements sociaux, de gens de bien. Lucas riait à des blagues internes avec ses amis. Manon, la seule personne que Chloé avait invitée, l'observait avec inquiétude depuis l'autre bout de la table. Quand le plat principal fut servi, Chloé sut qu'il était temps. Il n'y aurait pas de moment parfait. Il fallait que ce soit maintenant. Elle se leva. Le bruit de sa chaise qui raclait attira l'attention de quelques-uns, puis de davantage. « Je peux parler ?» dit-elle, et sa voix trancha toutes les conversations. Julien sourit, pensant que ce serait un remerciement émotionnel. Bien sûr, Chloé prit une profonde inspiration. C'était le moment. 6 mois de mensonges, sur le point d'être exposés, tout le plan culminant en cet instant. Je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti. Sur qui je suis vraiment? Le sourire de Julien s'effaça. Béatrice se redressa. Lucas lâcha sa fourchette. Pendant ces 6 mois, j'ai prétendu être plus pauvre que je ne le suis. Je n'ai perdu aucun emploi. En fait, je suis associé dans un cabinet de conseil en gestion. Je vis dans cet appartement parce que c'est un investissement, pas parce que c'est tout ce que je peux me payer. Silence total. 20 paires d'yeux fixés sur elle. J'ai fait semblant parce que j'avais besoin de savoir si Julien m'aimerait quand je n'aurais rien. Quand je serais juste Chloé, sans qualification, sans argent, sans statut, j'avais besoin de savoir si son amour était réel. Julien était pâle. Tu as menti pendant tout ce temps? J'ai menti. Tout comme votre mère a menti quand elle m'a offert 50 000 € pour disparaître de ta vie. Des halètements audibles. Béatrice devint rouge. C'est absurde. Maître Isabelle Renaud, cabinet sur le boulevard Haussmann, 20e étage. Voulez-vous que je continue? Béatrice se tut, mais ses yeux lançaient des éclairs. Julien regarda de sa mère à Chloé en train de digérer. Ma mère a fait ça? Elle l'a fait. Et tu le savais? Non, bien sûr que non. Mais l'aurais-tu empêché? La question plana dans l'air comme une fumée toxique. Chloé, vous déformez tout, tenta de reprendre le contrôle Béatrice. J'ai fait ça pour protéger mon fils d'une opportuniste. Et j'ai fait ce que j'ai fait pour me protéger des hommes qui disent qu'ils m'aiment jusqu'à ce qu'ils découvrent que je ne suis pas assez bien. Chloé se tourna vers Julien. Des larmes coulaient enfin, mais sa voix restait ferme. Tu as dit que tu me choisissais, mais à chaque fois que quelque chose est devenu difficile, tu as hésité. Quand j'ai perdu mon emploi, tu as pris tes distances. Quand les rumeurs ont commencé, tu m'as remise en question. Quand ta mère s'en est mêlée, tu ne l'as pas confrontée. J'essayais d'équilibrer tout. L'amour, ce n'est pas équilibrer, Julien. C'est choisir, sans hésitation. Et toi, tu as choisi de mentir. J'ai choisi de me protéger, parce qu'il y a 24 ans, un homme m'a dit que je n'avais pas la classe suffisante pour sa famille, et ça m'a brisé. J'ai construit des murs si hauts que personne ne pouvait entrer. Et quand tu es apparu, si gentil, si parfait, j'ai eu peur. Sa voix se brisa, mais elle continua. J'ai eu peur d'y croire, j'ai eu peur d'être à nouveau rejeté. Alors j'ai créé un test impossible, et tu as échoué. Mais j'ai échoué aussi. J'ai échoué à faire confiance, j'ai échoué à être honnête, j'ai échoué à croire que je méritais d'être aimé exactement tel que j'étais. Le restaurant était dans un silence absolu. Même les serveurs s'étaient arrêtés. Julien avait les larmes aux yeux. Tu n'as pas confiance en moi, tu n'as pas confiance en toi-même. Tu as toujours laissé ta mère décider. Tu as toujours fait passer son opinion avant la tienne. C'est ma mère, et j'aurais pu être ta femme, mais je ne peux pas rivaliser avec elle. Personne ne le peut. Béatrice se leva. Assez de ce mélodrame. « Asseyez-vous » tonna Julien, et tout le monde fut surpris. C'était la première fois que quelqu'un le voyait perdre son sang-froid. « Tu as offert de l'argent pour éloigner la femme que j'aime? Comment as-tu pu? J'ai fait ce qui était nécessaire. »« Ah, nécessaire pourquoi? Pour me garder seul? Pour t'assurer que je n'aurais jamais ma propre vie? Pour m'assurer que tu ne commettrais pas d'erreur. L'erreur a été de te faire confiance pour prendre mes décisions. » Lucas tenta d'intervenir. « Julien, calme. Tais-toi, Lucas. Toi aussi. Je t'ai vu enquêter sur Chloé, poser des questions, répandre des doutes. Vous avez tous les deux décidé que vous saviez ce qui était le mieux pour moi. Mais vous ne savez pas
Julien se tourna vers Chloé. Ses yeux étaient rouges, mais il y avait en eux une clarté qui n'existait pas auparavant. Tu as menti, et ça fait mal, très mal, mais je comprends pourquoi. Et la vérité, c'est que je méritais ce test. Parce qu'à chaque fois que tu as eu besoin de moi, j'ai hésité. J'ai fait passer l'opinion de ma famille avant mes sentiments. J'ai eu honte de toi. Il dit cela en la regardant droit dans les yeux. J'ai eu honte de toi. Non pas parce que tu étais pauvre ou au chômage, mais parce que ma famille te jugeait et que je n'ai pas eu le courage de te défendre comme j'aurais dû. J'ai échoué avec toi, avant même que tu ne me testes. Chloé sentit ses jambes flageoler. Mais maintenant, devant tout le monde, je te choisis, toi, avec tes mensonges et tes vérités, avec tes peurs et ton courage. Je choisis de construire quelque chose de réel, basé sur l'honnêteté, pas sur l'approbation familiale. Il lui prit la main. Chloé Lambert, tu es difficile, têtue, méfiante, mais tu es aussi la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et je t'aime, non pas malgré qui tu es, exactement pour qui tu es. Les mots de Madame Geneviève, exactement les mêmes mots. Chloé sanglota. Julien, mais j'ai besoin que tu me promettes une chose, ne plus jamais mentir, sur rien, ni pour me protéger, ni pour me tester, la vérité totale. Tu acceptes ? Chloé regarda cet homme qui, enfin, faisait un choix réel. Ce n'était pas le choix parfait, il y avait des blessures à guérir, une confiance à reconstruire. Mais c'était honnête. J'accepte. Alors épouse-moi, pour de vrai cette fois. Il sortit une petite boîte de sa poche. L'alliance brillait sous les lumières du restaurant. Chloé regarda autour d'elle. Certains invités souriaient, d'autres semblaient choqués. Manon pleurait ouvertement. Béatrice était livide de colère, mais silencieuse. Lucas observait son frère avec quelque chose qui ressemblait à du respect pour la première fois. « Oui, » dit Chloé. « J'accepte. » Le restaurant explosa en applaudissements. Certains sincères, d'autres polis. Mais Chloé s'en fichait, parce que pour la première fois en 24 ans, quelqu'un l'avait choisi. Publiquement. Sans hésitation. Béatrice se leva et sortit sans un mot. Lucas la suivit après un bref signe de tête à Julien. Quelques invités partirent également, mal à l'aise avec le drame. Mais ceux qui restèrent tinrent à féliciter le couple. Manon serra Chloé fort dans ses bras. « Tu as réussi », murmura-t-elle. « Nous avons réussi », corrigea Chloé. Quand tout le monde fut enfin retourné à sa place, Julien lui prit la main sous la table. « Nous allons devoir beaucoup parler, de tout, je sais. Et ce ne sera pas facile. Ça ne l'est jamais. Mais nous allons y arriver. » Chloé regarda l'alliance à son doigt. Ce n'était pas la fin heureuse parfaite des contes de fées. C'était mieux, c'était réel, imparfait, compliqué, honnête. « Nous allons y arriver », acquiesça-t-elle. Et pour la première fois en 6 mois, Chloé Lambert se sentit libre. Libre des mensonges, libre des peurs, libre d'être enfin aimée exactement telle qu'elle était. 6 mois plus tard, Chloé se réveilla avec l'odeur du café frais. Non plus à 5h30, mais à 7h. Un luxe qu'elle avait appris à s'autoriser. L'appartement était différent maintenant. Pas celui du 15e, mais pas non plus l'hôtel particulier des Merciers. Julien et elle avaient choisi ensemble un endroit intermédiaire, le Marais. 2e étage, un balcon avec vue sur les arbres. Julien entra dans la chambre avec 2 tasses. « Bonjour, Madame Mercier ». Chloé sourit. Elle s'habituait encore à ce nouveau nom. Le mariage avait été discret, juste les témoins essentiels, sans Béatrice, sans Lucas, un choix douloureux, mais nécessaire. « Comment s'est passé l'appel avec ta mère hier ?» demanda-t-elle. Julien s'assit sur le lit, court. Elle digère encore tout, mais elle a dit qu'elle viendrait peut-être dîner le mois prochain. C'est un progrès. Lent, mais c'est un progrès. Béatrice suivait une thérapie, une exigence de Julien pour reprendre contact. La matriarche avait d'abord résisté, mais la peur de perdre complètement son fils l'avait convaincue. Leur relation était encore fragile, pleine de conversations difficiles et de limites établies. Mais elle se reconstruisait, sur l'honnêteté cette fois, pas sur le contrôle,
Lucas avait été plus rapide à accepter. Il s'était présenté 2 semaines après le dîner pour s'excuser. « Je voulais juste te protéger », avait-il dit à Julien. « Mais j'ai fini par t'emprisonner. » Les frères déjeunaient maintenant ensemble tous les jeudis. Des conversations sincères remplaçant les compétitions silencieuses. Manon était radieuse ces derniers temps. Pierre était décédé 3 mois plus tôt, en paix. Et bien que la douleur demeure, elle avait découvert quelque chose d'inattendu. Elle était tombée amoureuse de l'infirmier qui s'était occupé de lui les derniers jours. « La vie est étrange », avait-elle dit à Chloé. « On trouve l'amour dans les endroits les plus improbables. » Elle prévoyait de vendre la boutique et d'ouvrir un petit café littéraire. Un vieux rêve enfin réalisé. Madame Geneviève rendait visite à Chloé chaque semaine. Elles avaient développé une amitié profonde, la vieille dame devenant la figure maternelle que Chloé n'avait pas eue depuis tant d'années. « Vous avez fait ce qu'il fallait », répétait toujours Madame Geneviève. « Vous avez choisi la vérité même quand c'était plus difficile que le mensonge. » Le cabinet de conseil de Chloé prospérait. Avec Julien à ses côtés, en tant que partenaire émotionnel, non en tant que sauveur financier, elle avait trouvé le courage de développer son entreprise. Elle avait maintenant 3 employés et une liste d'attente de clients. Le succès venait de son propre mérite, pas de relation ou d'un nom de famille. Et Julien avait changé aussi. Il avait pris des positions plus fermes dans l'entreprise familiale, contrariant Béatrice lorsque c'était nécessaire. Il apprenait qu'être un bon fils ne signifiait pas être un fils obéissant. C'était un processus quotidien, mais cela se produisait. Ce samedi matin-là, ils avaient un engagement spécial. Julien prit les clés de la voiture. « Prête ? Prête !» Le restaurant était le même que celui de la nuit fatidique. Julien avait réservé la même table, invité les mêmes personnes, celles qui étaient restées, celles qui comptaient vraiment. Quand Chloé entra, cette fois main dans la main avec Julien, la sensation était complètement différente. Il n'y avait pas de nervosité, pas de mensonge pesant sur ses épaules, juste la vérité. Manon leur fit signe de la table. Madame Geneviève sourit avec bienveillance. Même Lucas était là, accompagné d'une nouvelle petite amie. « Pourquoi sommes-nous revenus ici ?» demanda Chloé à Julien alors qu'il se dirigeait vers la table. « Parce que nous devions resignifier cet endroit, créer de nouveaux souvenirs par-dessus les anciens. » Ils s'assirent, le champagne fut servi. Julien se leva pour porter un toast. Il y a 6 mois, à cette même table, tout s'est effondré. Des mensonges ont été exposés, des douleurs ont été révélées. Et j'ai failli perdre la meilleure chose qui me soit arrivée à cause de la peur et de la lâcheté. Il regarda Chloé. Aujourd'hui, nous revenons différents, plus honnêtes, plus forts, plus nous-mêmes. Chloé se leva à côté de lui. Et aujourd'hui, je peux dire sans mensonge, sans test, sans peur, je t'aime et j'ai confiance. Enfin, j'ai confiance. À de nouveaux commencements. Pour de vrai cette fois, à de nouveaux commencements. Répétèrent-ils tous, et cette fois cela sonnait juste. Pendant le dîner, Chloé observa la table. 6 mois plus tôt, elle se sentait comme une intruse. Maintenant, elle se sentait chez elle. Non pas parce qu'elle avait changé qui elle était, mais parce qu'elle s'était enfin autorisée à être vue. « À quoi penses-tu » demanda Julien. « À quel point ça en vaut la peine ?» L'honnêteté, même quand ça fait mal. Ça en vaut toujours la peine. Et Chloé réalisa quelque chose de fondamental. Durant toute sa vie, elle avait construit des protections, mensonges, murs, distance, parce qu'elle avait peur d'être rejetée. Mais ces mêmes protections garantissaient le rejet. Personne ne pouvait l'aimer vraiment si on ne la connaissait pas vraiment. Le test qu'elle avait imposé à Julien en avait révélé plus sur elle-même que sur lui. Il avait révélé ses peurs, ses insécurités, son incapacité à faire confiance. Et les affronter, les admettre lors de ce dîner fatidique avait été l'acte le plus courageux de sa vie. L'amour véritable exige la vulnérabilité. Il exige du risque. Il exige le courage d'être vu entièrement et d'accepter que tout le monde ne restera pas. Mais ceux qui restent, ceux-là valent chaque larme, chaque peur affrontée, chaque vérité douloureuse dite. Chloé n'était plus la femme invisible du 15e arrondissement.
Elle n'était pas la menteuse qui testait son petit ami. Elle n'était pas la victime des circonstances. Elle était simplement Chloé, avec ses failles et ses forces, avec son passé et son avenir, avec sa vérité. Et pour la première fois en 52 ans, cela suffisait. Et vous? Vous êtes-vous déjà surpris à tester quelqu'un parce que vous aviez peur de faire confiance? Avez-vous déjà construit des murs si hauts que l'amour ne pouvait pas entrer? La vérité fait peur. La vulnérabilité menace. Mais ce sont aussi les seuls chemins vers des connexions réelles. Partagez votre expérience dans les commentaires. Combien de fois laissons-nous la peur décider à notre place? Combien de fois choisissons-nous la protection plutôt que le courage? Vos mots sont peut-être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like si cette histoire a touché votre cœur. La semaine prochaine, une histoire sur les secondes chances et les nouveaux départs après 50 ans. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité. Il n'est jamais trop tard pour choisir le courage. Il n'est jamais trop tard pour vous choisir vous-même. À bientôt.